Tous les jours, les bals, les ballets, les comédies, les musiques de voix et d'instruments de toutes sortes, les violons, les promenades, les chasses et autres divertissements ont succédé les uns aux autres. Lettre de Colbert en 1663 à propos des fêtes données à Versailles. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Qui ne connaît pas Versailles ? Tous les Français, qu'ils soient ou non intéressés par l'histoire, savent que Versailles est lié à la volonté d'un homme et d'un règne, celui de Louis XIV. À l'origine, qu'est-ce que Versailles ? C'est un simple relais de chasse, où Louis XIII aimait se retirer avec quelques compagnons de chasse, et cela lui permettait de se reposer à l'écart de la cour. Louis XIV, d'ailleurs, a voulu garder le souvenir de son père, car la chambre du roi, autour de la cour de marbre, a gardé l'emplacement de ce relais de chasse. Louis XIV, on le sait, a visité pour la première fois Versailles en 1651 à l'occasion d'une chasse. Et c'est en 1661 qu'il a décidé de construire un palais dont le chantier va durer quasiment un demi-siècle. Est-ce une vie de couvent, selon la formule de la Palatine, ou est-ce un lieu des plaisirs et des théâtres de la monarchie, selon ce qu'a voulu Louis XIV ? En fait, ce fut sans doute un peu des deux. Pour comprendre l'esprit de Versailles, il faut se replacer dans le contexte qui a suivi la Fronde. Louis XIV a été marqué par cette révolte des parlements et de la grande noblesse contre l'autorité du cardinal Mazarin et de sa mère. Ainsi, il a conçu Versailles comme un lieu à l'écart de Paris, alors que le Louvre est au cœur de la capitale. D'autre part, il a voulu faire de Versailles un lieu où les grands seraient sous surveillance, où ils ne pourraient s'empêcher de venir faire leurs hommages au souverain. Il a voulu également faire du palais une école de discipline, de rigueur, par une étiquette millimétrée et minutée, où finalement les frondeurs deviendraient des courtisans. Rien de pire que le moment où le roi, disant à propos de tel ou tel noble, c'est quelqu'un que je ne vois jamais. Le système de cour n'a pas été fondé par Louis XIV à Versailles, mais il a été fondé sous le règne d'Henri III, avec les règlements de 1578 et 1585. Mais c'est indéniablement avec le règne de Louis XIV que le principe de cour a été porté à son apogée dans le cadre du palais de Versailles. Les travaux débutent donc au début de la décennie de 1660. À vrai dire, le roi a su utiliser le génie d'artistes récupérés de l'équipe de Fouquet, son surintendant général des finances, qu'il avait fait arrêter en août 1661, et qui avait travaillé à l'élaboration du château de Vaux-le-Vicomte. On y trouve le nôtre, la Quintini, le peintre Lebrun, les frères Franchini, qui sont des grands fontainiers, et ces hommes ont fait le premier Versailles. Louis le Vau y travaille dès 1661. Charles Lebrun y travailla après avoir servi Séguier, Richelieu, Mazarin et donc Fouquet. Il y fit la peinture des grands appartements et de la galerie des glaces. Et puis il y a un grand personnage aussi pour Versailles, c'est André Le Nôtre. Né en 1613, décédé en 1700 à l'âge de 88 ans, cet homme a été un heureux caractère, généreux, attachant, aimé du roi, et qui a conçu le parc, qui finalement a fait les délices du souverain lui-même, qui a écrit un livre pour permettre aux visiteurs de mieux apprécier la beauté des jardins. Le nôtre, par ses jardins à la française, a été un fils de Descartes et de Pascal. Il avait travaillé à Sceaux, à Chantilly et enfin à Vaux-le-Vicomte, avant d'œuvrer pendant très longtemps à Versailles. Ce qui est effectivement important pour saisir l'esprit de Versailles, c'est la volonté
de représenter le pouvoir royal. En fait, le souverain est en représentation permanente à Versailles. Le coucher, le lever, la messe, le repas se font en public. Et Louis XIV a voulu donc donner au travers de Versailles l'image du plus formidable théâtre de la monarchie française. Un des maîtres d'œuvre du palais est Jean-Baptiste Colbert. Surintendant des bâtiments du roi en 1664, il a pendant près de 20 ans, jusqu'à sa mort en 1683, supervisé les travaux. Surtout, il a favorisé un mécénat d'État, où Corneille, Racine, Molière, Boileau ont été pensionnés par le roi. Ainsi, en 1664, ce sont 90 écrivains qui sont pensionnés par le souverain. Et le budget des pensions envers les écrivains perdurera jusqu'en 1690. Par la suite, les conséquences financières de la guerre de succession d'Espagne et avant elle de la guerre de la Ligue d'Augsbourg avaient obligé de supprimer quasiment le système des pensions. C'est à Versailles que le Tartuffe de Molière a été joué pour la première fois en 1664 et les Amants magnifiques ont été également joués en 1670. Arrêtons-nous sur un lieu emblématique du palais, la Galerie des Glaces. C'est le lieu de ce que l'on a pu appeler la religion royale. La galerie a été édifiée entre 1678 et 1684, entre le salon de la guerre et le salon de la paix. Jusque-là, l'emplacement de la Galerie des Glaces était occupé par une terrasse. La galerie fait 10 mètres de large, 13 mètres de haut et 78 mètres de long. Elle est ouverte par 17 fenêtres sur le jardin et 17 arcades à miroirs, avec des miroirs qui viennent de l'entreprise royale de Saint-Gobain. De plus, on y voit 16 grands chandeliers et les marbres de Caissevox, un des sculpteurs en vogue sous le règne de Louis XIV. Mais ce qui est intéressant dans la galerie, ce sont les sujets des peintures. À l'origine, il était prévu de faire Louis XIV entouré des dieux de l'Olympe. Finalement, un sujet relativement banal. Ce qu'a proposé Lebrun, c'est finalement d'actualiser la peinture de la Galerie des Glaces, en y mettant des scènes de la guerre de Hollande, qui avait opposé l'Espagne, les Provinces-Unies à la France, entre 1672 et 1678, et donc de montrer la gloire du roi après la paix de Nimègue de 1678. Au total, Lebrun a conçu 27 tableaux qui racontent l'histoire du royaume de France de 1661, année de la prise du pouvoir personnel par Louis XIV, jusqu'en 1678. Le roi est représenté, certes, en perruque poudrée avec des habits romains, mais surtout on le montre en arbitre de l'ordre dans le royaume et de la paix et de la guerre en Europe. La question qui se pose également à propos de Versailles est la question de son coût. On a longtemps dit que le château avait grevé le budget de l'État. Qu'est-ce qu'il en a été exactement ? La plus grande période de dépenses a été la décennie 1680. Entre 1684 et 1686, pour seulement 2 années, 25 millions de livres ont été dépensés. Au total, entre 1664 et 1690, ce sont 52 millions de livres qui ont été utilisés pour le château. Au total, entre les débuts du chantier et la fin du XVIIe siècle, on estime à 82 millions de livres le budget dépensé pour le château.
Mais que représentent exactement ces 82 millions de livres? Au final, la somme apparaît relativement modérée. Elle représente 3 à 4% des dépenses du budget de l'État par an. Par contre, le bénéfice politique qu'en a tiré Louis XIV de cette édification du plus beau palais du monde a été importante. Il a impressionné l'Europe, et Versailles a été par la suite un modèle pour toutes les cours européennes, que l'on songe par exemple à Schönbrunn près de Vienne, ou aux palais impériaux russes au XVIIIe siècle. Mais il a également créé une espèce de prison politique pour la grande noblesse, qui se devait d'être à Versailles, sous les yeux du roi et au service du roi. Ainsi, on peut dire que Versailles a été à la fois l'apogée de ce que l'on appelle, d'un terme peut-être à mesurer, l'absolutisme, mais il a donné à la France une véritable vitrine à l'échelle européenne. Par contre, il a eu peut-être un contre-coup, c'est qu'il a sédentarisé le pouvoir royal. Pendant très longtemps, les rois de France étaient gyrovagues, allant dans toutes les provinces. Or là, à partir de l'installation de la cour en 1682, la monarchie française n'a quasiment plus bougé de Versailles, et peut-être que ce lui fut au final néfaste.